74 000 passages en un mois retournent une frontière figée. Ce choc statistique fait d'un ancien vide un lieu compté, avec scanner biométrique, énergie solaire et données transmises à Ouagadougou, et il promet une routine lisible. Être vu, s'identifier, laisser une trace. Les marchés reprennent des odeurs plus régulières, mais il expose aussi la tension durable des financements, des rumeurs d'attaques, des groupes armés et d'une géopolitique régionale qui teste chaque matin la continuité. Que change pour Ibrahim Traoré une frontière devenue service quotidien, peut-être une souveraineté qui tient par répétition. La promesse affichée à Galgouli paraît simple, presque mécanique. Transformer une marge instable en frontière fiable, visible et continue. En 10 mots, le bénéfice annoncé tient ainsi, une frontière qui fonctionne chaque jour sans rupture ni arbitraire. Cette clarté méthodique explique l'attention immédiate portée au dispositif, tant par les habitants que par les autorités à Ouagadougou. Mais cette promesse n'existe qu'à la condition d'une endurance réelle. Derrière l'ordre rendu mesurable se profilent des enjeux lourds, la dépendance aux financements extérieurs, la pression persistante des groupes armés, l'incertitude régionale du Sahel et la fatigue psychologique d'un territoire longtemps habitué à l'abandon. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu dépasse un simple poste frontalier, Galgouli agit comme un test. Si la routine tient, le modèle devient duplicable. Si elle se brise, l'expérience rejoint la longue liste des infrastructures éphémères. Chaque journée sans incident n'est donc plus une normalité, mais une preuve. Et chaque preuve pèse sur la crédibilité d'une souveraineté qui cherche à se démontrer par les faits plutôt que par le discours. Plus de 74 000 mouvements enregistrés en moins d'un mois, ce chiffre suffit à renverser la lecture de Galgouli. Il révèle une densité de vie longtemps invisible et montre qu'une frontière dite marginale concentrait en réalité des flux réguliers, quotidiens, mais jamais mesurés. Cette donnée initiale agit comme une clé. Elle transforme un espace perçu comme vide en territoire lisible et elle donne soudain un poids concret à l'idée de souveraineté opérationnelle défendue par Ibrahim Traoré. Avant juillet 2023, le décor était radicalement différent. La zone fonctionnait comme un entre-deux flou, registre papier qui s'envolait, patrouille irrégulière, absence de données exploitables. La frontière n'était ni service ni institution, mais une faille. Trafiquants, migrants et groupes armés profitaient de cette indétermination, tandis que les habitants vivaient dans une routine d'incertitude. Dans ce contexte, la peur circulait plus vite que l'information et l'État apparaissait comme une présence lointaine, évoquée sans être réellement incarnée. L'ouverture du poste le 15 juillet 2023 marque une rupture nette. Panneaux solaires pour l'énergie et l'eau, scanner biométrique, transmission directe des données vers Ouagadougou, le dispositif remplace l'improvisation par la continuité. Ce basculement technique produit un effet immédiat sur les perceptions. L'uniforme cesse d'inquiéter, la présence devient prévisible et l'acte administratif, montrer un document, laisser une trace, s'inscrit dans une routine quotidienne. Ce changement rejoint un message récurrent dans les interventions d'Ibrahim Traoré. La sécurité n'est pas importée, elle se construit par des gestes répétés. À Galgouli, la frontière commence ainsi à fonctionner comme une institution vécue. La question n'est plus seulement de contrôler, mais de rendre visible une normalité. Et cette normalité ouvre une interrogation centrale. Que devient un territoire quand l'État cesse d'être une rumeur pour devenir une habitude ? La transformation de Galgouli ne se lit pas seulement dans les chiffres, mais dans des trajectoires ordinaires. Au milieu des installations solaires et des allées nouvellement tracées, une figure locale devient rapidement un repère. Bernardette Cambiré, vendeuse de fruits et mère de 4 enfants. Son témoignage, sans emphase, donne chair à ce que les rapports appellent désormais impact communautaire. Elle rappelle qu'autrefois, l'État n'existait qu'à la radio, une formule qui résume des années d'invisibilité institutionnelle. Aujourd'hui, son étal s'installe à quelques mètres du forage alimenté par le poste, et sa phrase la plus simple condense la bascule. Ils nous ont apporté la lumière et la paix. Autour d'elle, les effets précoces se multiplient. Les enfants jouent près des panneaux solaires, là où la poussière dominait. Les gardes, jadis perçus comme des silhouettes lointaines, deviennent des visages familiers.
Cette proximité nouvelle ne résulte pas d'une campagne officielle, mais de la répétition de gestes ordinaires. Saluer, vérifier un document, revenir le lendemain. Chaque interaction répare un lien distendu, et chaque routine réduit l'incertitude qui structurait la vie quotidienne. Un second témoin, ancien officier devenu animateur radio, résume la mutation en quelques mots: quand on sert, on est enfin vu. Dans un territoire habitué à l'effacement, cette reconnaissance modifie les comportements collectifs. Les marchés s'organisent à des heures plus régulières, les trajets se planifient avec moins d'angoisse et l'espace frontalier cesse d'être un simple passage. Ce glissement précoce éclaire l'intuition portée par Ibrahim Traoré. Une infrastructure ne change pas seulement un paysage, elle transforme la manière de l'habiter. Alors, que vaut une frontière lorsqu'elle devient familière ? L'activation commence le 15 juillet 2023, sous un soleil qui écrase tout. Rien n'annonce un tournant spectaculaire. Quelques soldats alignent des barrières. Des techniciens vérifient les panneaux solaires. Les habitants observent à distance sans s'approcher. Puis, un son métallique, bref, tranche l'immobilité. Le premier clic des scanners biométriques. Ce bruit sec marque la fin des registres froissés. En quelques heures, le papier devient obsolète. En quelques jours, les habitudes basculent. Là où l'on passait en silence, on présente désormais un document. On s'identifie, on laisse une trace vérifiable. Le flux suit, massif et continu. Des motos arrivent. Des transporteurs franchissent la ligne, des commerçants tirent dans leurs charrettes, des familles traversent avec une régularité inattendue. L'OIM commence à compter et le volume surprend tout le monde. Plus de 74 000 mouvements en moins d'un mois. Chaque passage produit une donnée exploitable. Chaque donnée renforce la présence de l'État. La frontière cesse d'être une faille. Elle devient un mécanisme. À Ouagadougou, les tableaux se remplissent et l'expérience de Galguli prend une dimension nationale que peu avaient anticipée. Le moment le plus tendu arrive lorsque les rumeurs circulent plus vite que les voyageurs. Dans certaines zones du Nord, des groupes armés affirment que le poste n'est qu'une façade technologique vouée à s'effondrer. À Galguli, la peur revient par vagues. On murmure une attaque imminente, le sabotage des panneaux solaires, l'interruption brutale du service. La tension remonte jusqu'à la capitale. Ibrahim Traoré convoque alors un conseil de sécurité d'urgence. L'instruction est simple et sans détour. Tenir la ligne, renforcer les patrouilles, coordonner avec le Ghana. Pour la première fois, une infrastructure civile appelle une réponse sécuritaire directe, et non l'inverse. Le message officiel est clair, le Burkina Faso entend reprendre le contrôle effectif de ses frontières. Les nuits suivantes deviennent des tests silencieux. Les câbles solaires brillent dans l'obscurité comme une provocation. Des silhouettes observent à distance, évaluent, s'approchent sans s'exposer. Mais la brèche attendue ne s'ouvre pas. Chaque matin, le poste rouvre. Les scanners fonctionnent. Les fils reprennent leur forme. Cette stabilité obstinée devient le cœur du récit. La frontière n'a pas cédé. Elle a tenu parce qu'on l'a tenue, jour après jour. La rémanence s'installe ensuite, les marchés rouvrent plus tôt, les trajets se régularisent, les commerçantes reprennent leurs étals. Des familles choisissent de rester plutôt que de partir vers des zones jugées plus sûres. Une microéconomie émerge autour des emplois directs et indirects liés au poste. Ce qui n'était qu'un point poussiéreux devient un centre d'activité prévisible. Chaque journée sans incident s'ajoute comme une preuve cumulative. Et cette accumulation transforme un pari risqué en expérience crédible, observé bien au-delà de Galguli. Avant juillet 2023, le point de départ est limpide. 0 système connecté, aucun registre fiable, aucune donnée exploitable pour décrire les flux réels à Galguli. La frontière existait comme ligne abstraite, sans métrique, sans continuité. La bascule apparaît moins d'un an plus tard. Le Burkina Faso passe de ce vide administratif à 4 postes biométriques opérationnels avec Galguli comme prototype fonctionnel. Ce delta, apparemment modeste, déplace pourtant la logique de l'action publique des centres vers les marges et il fournit à l'État une capacité nouvelle, mesurée pour agir. Le premier indicateur massif concerne les mouvements enregistrés. En moins d'un mois, plus de 74 000 traversées sont comptabilisées par l'OIM dans une zone longtemps jugée marginale.
Ce volume révèle une activité latente que l'absence d'outils rendait invisible. Il montre aussi que les mobilités quotidiennes suivaient des schémas réguliers, stabilisés par l'économie locale et les liens sociaux, bien avant l'installation des scaners. Enregistrer ne crée pas le flux, il le rend lisible. Cette lisibilité remplace les rumeurs par des faits et réduit immédiatement l'arbitraire décisionnel. Le deuxième indicateur touche à la sécurité. Dans le même intervalle, les autorités observent une baisse de 37% des incidents frontaliers signalés dans la zone sud-ouest. Ce recul ne traduit pas une disparition des menaces, mais un effet dissuasif clair d'une présence visible et continue. Les trafiquants privilégient désormais des itinéraires moins exposés aux capteurs et aux patrouilles coordonnées. La frontière lisible devient plus difficile à manipuler, la frontière surveillée limite les infiltrations. La frontière prévisible stabilise les comportements. Le troisième indicateur concerne l'économie locale. Plus de 200 emplois directs et indirects émergent autour du poste, créant une microéconomie qu'aucune statistique antérieure n'anticipait. Le chiffre est modeste à l'échelle nationale, mais décisif pour un village presque dépourvu d'activités formelles. Il déclenche des chaînes d'interaction, transport, restauration, petites réparations, vente de produits frais. La valeur ne réside pas dans le nombre brut, mais dans la routine qu'il rend possible. Travailler, vendre, planifier deviennent des actes prévisibles. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent une cohérence. Quand l'état devient mesurable, les comportements collectifs changent. Les habitants adoptent plus facilement les procédures parce qu'elles produisent des résultats visibles. Les guards travaillent sur des données plutôt que sur des intuitions fragiles. Chaque information transmise à Ouagadougou alimente une cartographie plus fine des mobilités humaines. Chaque incident évité renforce la légitimité institutionnelle. Cette montée en fiabilité rejoint directement l'argument porté par Ibrahim Traoré. La souveraineté n'est pas un slogan, mais une matière quantifiable. À Galguli, la technologie n'est pas une vitrine. Elle aligne perception, usage et preuve. Reste alors une question structurante. Ces chiffres tiennent-ils parce que le contexte est favorable ou parce qu'un modèle reproductible est en train de s'installer ? Deux lectures solides s'affrontent autour de Galguli, chacune appuyée sur des arguments légitimes. La première voit dans le poste une avancée maîtrisée. Selon ses partisans, le Burkina Faso démontre qu'il peut moderniser une marge sensible avec ses propres agents, ses procédures et une autorité assumée. Les données restent sur le territoire national, les uniformes sont burkinabés et le fonctionnement quotidien ne dépend d'aucune supervision opérationnelle étrangère. Dans cette lecture, Galguli incarne une souveraineté appliquée, concrète, alignée avec l'idée défendue par Ibrahim Traoré, selon laquelle l'État doit se reconstruire à partir de ses bords avant de consolider son centre. La seconde lecture, tout aussi cohérente, parle de dépendance masquée. Elle rappelle que le financement et l'équipement proviennent de partenaires internationaux, et que sans ces apports, aucun scanner biométrique ni infrastructure solaire n'aurait vu le jour. Pour ces critiques, la modernité affichée pourrait n'être qu'une façade fragile. Il redoute qu'un retrait de soutien technique ou financier suffise à interrompre la routine, révélant une souveraineté plus symbolique que structurelle. Le poste serait alors un laboratoire externe, testé sur une marge sans garantie de durabilité. La réponse ne passe pas par un arbitrage idéologique, mais par les faits observés. Sur le terrain, aucune équipe étrangère n'opère la structure au quotidien, les agents locaux assurent les contrôles, la maintenance et la transmission des données. Les normes éthiques et de protection sont certifiées par l'OIM, mais l'usage reste national. Surtout, les résultats persistent, continuité du service, baisse mesurée des incidents, flux enregistrés sans interruption. Ces éléments indiquent une autonomie fonctionnelle, même si elle s'appuie sur des ressources extérieures. Au lieu de trancher, l'exercice consiste surtout à éclairer les deux lectures. L'aide existe, mais elle s'inscrit dans un cadre où la maîtrise opérationnelle demeure locale. La dépendance n'est pas niée, elle est contenue par la routine, et cette routine produit un effet central. La frontière ne cède plus. Chaque matin où le poste ouvre confirme que la souveraineté peut émerger graduellement par l'usage répété plutôt que par la proclamation. La question devient alors moins binaire. Jusqu'où une autonomie fonctionnelle peut-elle se transformer en autonomie durable ?
Cette phrase, presque sèche, résume le basculement. Malgré les rumeurs, les tests menés par des groupes armés et les spéculations remontées jusqu'à Ouagadougou, le poste de Galguli n'a jamais fermé une seule journée. Chaque matin, les scanners s'allument. Les patrouilles se coordonnent avec le Ghana. Les panneaux solaires délivrent l'énergie attendue. Cette continuité, discrète mais obstinée, change la lecture du projet. Il ne s'agit plus d'une expérimentation fragile, mais d'un mécanisme qui tient sous pression. Pour les observateurs régionaux, ce maintien devient un signal. Le Ghana y voit un rempart fonctionnel contre certains trafics transfrontaliers. Plus à l'est, des responsables maliens et nigériens évoquent déjà un exemple de stabilisation pragmatique fondée sur la routine plutôt que sur la démonstration de force. Galguli cesse d'être un point isolé. Il devient une référence émergente. Pour Ibrahim Traoré, cette endurance agit comme une validation intermédiaire. Le symbole n'a pas flanché lors de sa première épreuve réelle. Ce constat modifie l'échelle du projet. Si un avant-poste tient, alors une doctrine nationale devient envisageable. La souveraineté ne se prouve plus par une annonce, mais par la répétition d'un service qui fonctionne. À ce stade, une dette de curiosité se referme. La stabilité observée n'est pas accidentelle, elle est produite. Reste alors à comprendre ce que cette stabilité change concrètement pour l'État, pour l'économie et pour les habitants qui vivent autour de la frontière. Pour l'État, l'effet le plus immédiat est organisationnel. La frontière cesse d'être une zone grise et devient une source régulière d'informations exploitables. Les données transmises vers Ouagadougou alimentent une cartographie plus fine des mobilités humaines et permettent d'anticiper plutôt que de réagir. Les patrouilles s'appuient désormais sur des signaux vérifiables, ce qui réduit les décisions arbitraires et améliore la coordination avec le Ghana. Dans cette logique, Galguli agit comme un capteur avancé, petit par la taille, mais structurant par la continuité. Pour Ibrahim Traoré, cet effet confirme qu'une souveraineté mesurée peut renforcer l'autorité sans multiplier les démonstrations de force. Pour l'économie locale, les conséquences sont tangibles. Les plus de 200 emplois directs et indirects créés autour du poste ne constituent pas un miracle statistique, mais un changement de rythme. Transporteurs, restauratrices, réparateurs et vendeurs de produits frais s'organisent désormais autour d'horaires prévisibles. L'accès régulier à l'électricité et à l'eau réduit les coûts cachés et stabilise les revenus. Ce qui comptait hier comme une survie improvisée devient une activité planifiée. La frontière, autrefois perçue comme une contrainte, se transforme en nœud d'opportunité quotidienne. Pour les habitants, l'impact est d'abord psychologique. La baisse de 37% des incidents frontaliers n'est pas qu'un indicateur sécuritaire. Elle modifie les comportements. Les familles planifient leurs déplacements avec moins d'angoisse. Les enfants jouent près des installations solaires, signe que la peur s'est retirée des gestes ordinaires. Les femmes commerçantes s'installent plus près du poste, attirées par la présence visible et régulière des gardes. Cette normalisation progressive transforme la perception de l'État. Il n'est plus une rumeur lointaine, mais une présence prévisible qui cadence la vie quotidienne. À l'échelle régionale, Galguli acquiert un statut inattendu. Accra y voit un outil fonctionnel contre certains trafics transfrontaliers. Abidjan observe un dispositif susceptible de modifier des routes commerciales secondaires. Plus au nord, des responsables au Mali et au Niger évoquent un modèle africain de stabilisation pragmatique, fondé sur la routine administrative plutôt que sur l'exception sécuritaire. Cette reconnaissance extérieure ne repose pas sur la taille du poste, mais sur sa constance. Une frontière qui tient attire l'attention. Ces 4 niveaux dessinent un même fil conducteur. La stabilité produit des effets cumulatifs. Chaque jour, sans rupture, renforce la crédibilité du dispositif. Chaque routine consolide un peu plus la confiance. La question qui s'ouvre alors n'est plus celle de l'impact immédiat, mais de la trajectoire à venir. Que devient un modèle quand il commence à être observé, puis imité ? La trajectoire la plus probable repose sur la continuité. Le poste de Galguli maintient son fonctionnement quotidien sans interruption notable. Les patrouilles conjointes avec le Ghana se stabilisent et les données biométriques continuent d'alimenter régulièrement les tableaux de bord à Ouagadougou. La maintenance
locale des panneaux solaires et des scanners reste assurée, condition essentielle de la crédibilité du dispositif. Dans cette trajectoire, l'État avance prudemment. Il observe, ajuste, consolide. La souveraineté progresse par accumulation de preuves, sans annonce spectaculaire, mais avec une constance qui transforme peu à peu l'exception en norme. Une autre trajectoire, plus optimiste, dépasse le cadre local. La réussite durable de Galguli inspire une dynamique régionale. Le Burkina Faso étend progressivement le modèle vers d'autres points sensibles, en suivant une méthode identique: énergie solaire, formation locale, transmission directe des données. À l'extérieur, le Mali, le Niger ou la Guinée étudient l'adaptation du dispositif à leur propre marge. Les partenaires internationaux réorientent leur coopération vers un appui technique centré sur la montée en compétences nationales. Dans cette configuration, le pays ne se positionne plus seulement comme bénéficiaire, mais comme exportateur de méthodes. Une marge longtemps périphérique devient alors une vitrine fonctionnelle du Sahel. Une troisième trajectoire, plus risquée, s'articule autour d'un incident majeur. Une attaque ciblant les infrastructures solaires ou les systèmes biométriques pourrait interrompre la routine qui fonde la confiance actuelle. Une seule nuit d'arrêt suffirait à relancer les rumeurs, à fragiliser le moral local et à décourager certains acteurs économiques. Le danger principal n'est pas seulement matériel, il est symbolique. Si la continuité se brise, la croyance dans la capacité de l'État à tenir ses marges s'érode rapidement et l'effet cumulatif peut s'inverser. Entre ces trois trajectoires, une recommandation de lecture s'impose. Observez moins les discours que la durée. Un modèle ne tient pas parce qu'il brille, mais parce qu'il fonctionne chaque jour, sans rupture visible. La question centrale devient alors prospective. Quels signaux permettront de savoir à temps si Galguli s'installe comme norme ou reste une exception fragile? Pour les habitants des zones frontalières, l'expérience de Galguli agit comme une confirmation rare. Ce qui compte n'est pas la sophistication technique, mais la constance. Un poste qui ouvre chaque matin, des scanners qui fonctionnent sans interruption, une présence qui ne disparaît pas au premier incident. Cette continuité transforme la manière d'habiter le territoire. Traverser, vendre, planifier deviennent des actes ordinaires, libérés d'une partie de l'angoisse qui structurait autrefois les décisions quotidiennes. La stabilité ne se proclame pas, elle se ressent dans la répétition. Pour les acteurs économiques locaux, le poste représente un effet multiplicateur. L'eau, l'électricité, les flux et les emplois convergent vers une organisation nouvelle du temps. Les transporteurs reviennent parce qu'ils peuvent prévoir. Les commerçantes ouvrent à heure fixe. Les petites réparations trouvent une clientèle régulière. Cette lecture est pragmatique. Si un service fonctionne réellement, il devient un socle. La frontière n'est plus un obstacle, mais une infrastructure autour de laquelle l'activité s'ordonne. Pour un public plus éloigné, notamment international, Galguli joue un rôle de révélateur. Le site bouscule certaines idées reçues sur la modernisation des marges africaines. Il montre qu'une coopération technique peut coexister avec une maîtrise opérationnelle nationale et que la souveraineté peut se manifester par la gestion quotidienne plutôt que par la rupture spectaculaire. Cette observation invite à déplacer le regard. Les périphéries ne sont pas seulement des zones à risque, elles peuvent devenir des fondations. Enfin, pour les décideurs, l'expérience interroge une responsabilité directe. La confiance générée repose sur la durée. Si la routine se maintient, elle renforce la légitimité. Si elle se brise, l'effet inverse est immédiat. À ce stade, le lecteur est confronté à une question simple mais exigeante. Que faut-il préserver en priorité pour que cette stabilité vécue ne redevienne pas une promesse déçue? Pour que Galguli passe du statut de prototype à celui de politique durable, une feuille de route précise s'impose. Elle vise moins l'annonce que la continuité, et elle transforme une expérience locale en méthode reproductible. Ibrahim Traoré a résumé cette logique dans ses orientations publiques. Tenir dans la durée avant d'étendre. Tout d'abord, la maintenance locale doit rester continue. Chaque mois, les équipes techniques assure un contrôle complet des panneaux solaires, des scanners biométriques et du forage. L'indicateur reste simple. 0 interruption non planifiée. Une présence
qui ne faiblit jamais devient en elle-même un argument politique. Ensuite, la coordination transfrontalière gagne à être structurée. Les patrouilles Burkina-Ghana fonctionnent sur un calendrier partagé avec un rapport bimensuel sur les flux sensibles. Le critère d'évaluation repose sur la capacité à anticiper les mouvements et à maintenir la baisse des incidents signalés. Puis, la duplication peut rester progressive et prudente. L'extension vers d'autres points suit une méthode identique. Énergie solaire, formation locale, transmission numérique directe vers Ouagadougou. Ici, le rythme importe plus que la vitesse. Prouver avant de déployer. Parallèlement, un audit et une transparence réguliers renforcent la confiance. En partenariat avec l'OIM, un rapport trimestriel garantit la protection des données et une tolérance zéro pour les abus. La confiance publique dépend d'une visibilité constante sur les règles d'usage. Enfin, un suivi communautaire mensuel peut ancrer la stabilité. Un comité local, commerçants, femmes, leaders religieux mesure l'accès à l'eau, la perception de sécurité et la fréquentation du marché. Si les habitants considèrent le poste comme un espace qui leur appartient, la stabilité s'installe durablement. En réunissant ces étapes, la frontière cesse d'être une ligne. Elle devient un mécanisme vivant, capable de durer. La question décisive n'est donc plus technique, mais politique. Qui garantit dans le temps que cette routine restera intacte ? En fin d'après-midi, lorsque Bernardette Cambiré referme son étal, un bourdonnement léger traverse encore l'air. Celui des panneaux solaires, devenus familiers. Ce son discret accompagne désormais ces gestes quotidiens, là où régnait autrefois le silence inquiet et l'improvisation. Les enfants jouent près des câbles étincelants. Les gardes saluent d'un signe simple. Le forage ne s'interrompt plus. Rien d'extraordinaire et pourtant tout a changé. Cette scène ordinaire dit plus que de longs discours. Elle montre comment la routine a remplacé l'incertitude, comment une présence publique prévisible a modifié la manière de vivre un territoire. Bernardette ne parle pas de souveraineté. Elle parle d'eau qui coule, de lumière qui reste, de marché qui ouvre. Son expérience intime devient la preuve silencieuse d'une transformation réelle. C'est précisément cette dimension que Ibrahim Traoré met en avant lorsqu'il évoque une souveraineté fondée sur la stabilité des gestes plutôt que sur la force des symboles. À Galgouli, l'État ne s'impose pas. Il se répète, jour après jour, sans rupture visible. La crédibilité ne naît pas d'un moment spectaculaire, mais d'une continuité assumée. Au cœur de ce récit, une phrase s'impose comme un clou final. La stabilité appartient à ceux qui restent. Reste alors une interrogation essentielle, presque intime. Combien de transformations profondes commençaient ainsi dans le calme d'une routine retrouvée ? L'histoire de Galgouli dépasse largement le périmètre d'un poste frontalier. Elle interroge la manière dont nous regardons les marges, souvent réduites à des zones de risque ou d'échec. Ici, une frontière longtemps perçue comme une faille devient un service, un rythme, un espace partagé. Ce renversement invite à déplacer le regard. La stabilité n'apparaît pas toujours par des décisions spectaculaires, mais par la répétition patiente de gestes ordinaires qui finissent par tenir un territoire debout. Pour Ibrahim Traoré, cette expérience pose une question plus large, adressée bien au-delà du Burkina Faso. Que se passe-t-il lorsqu'un État choisit de prouver sa souveraineté par la continuité plutôt que par la rupture ? Et que deviennent les périphéries lorsqu'elles cessent d'être des confins oubliés pour devenir des fondations actives ? Ce récit n'apporte pas de réponse définitive. Il ouvre un espace de réflexion. À chacun d'y projeter ses propres références, ses propres marges, ses propres routines. Alors, une question demeure, simple mais essentielle. Dans nos sociétés respectives, où se jouent réellement les équilibres qui tiennent dans le temps ? Si cette histoire vous interpelle, le dialogue peut continuer. Les transformations durables commencent souvent par une question bien posée.